Dans cet exercice, un CP majeur de 2018, on s'intéresse à une équation différentielle, enfin plusieurs équations différentielles. Donc d'abord celle-ci, où oméga est une constante strictement positive, puis après une équation de ce type-là, où Q est une fonction continue de R dans R. Et on s'intéresse du coup à la fin à des solutions de deux équations imbriquées l'une dans l'autre, et voir un petit peu ce qui se passe entre ces deux fonctions solutions. Donc dans un premier temps, donc, on s'intéresse à cette équation-là, qui est une équation différentielle linéaire de degré 2 à coefficient constant. Donc on nous demande de déterminer les solutions, puis de trouver la solution y telle que y de 0 égale 0, y' de 0 égale 1. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire la solution? C'est parce que le théorème de Cauchy s'applique ici. Si on prend l'équation et ses conditions initiales, on a un problème de Cauchy, parce que l'équation est normalisée, à coefficient continu, et qu'on a le y de 0 et y' de 0, donc les valeurs de la fonction et de la dérivée en un même point qui sont imposées. Donc du coup, on cherche les solutions, mais bien sûr c'est de la forme a cos oméga x plus b sinus oméga x. Donc vous pouvez retrouver aussi ces solutions avec la physique, a priori vous avez l'habitude de ce genre d'équation. Et donc comme on veut y de 0 égale 0, y' de 0 égale 1, on regarde les conditions que ça nous donne. Et ça nous donne a égale 0 et b égale 1 sur oméga. Et donc finalement, la seule fonction solution du problème de Cauchy, c'est la fonction qui a x associe 1 sur oméga sinus de oméga x. Ensuite, donc on considère Q qui est continu de R dans R. On considère une fonction solution de l'équation y seconde plus Q de x y égale 0, qui vérifie en plus y de alpha égale 0. Alors première question, on vous dit montrer que si y' de alpha égale 0, alors y est la fonction nulle. Alors encore une fois, si on regarde bien ce qu'on a ici, si on impose la condition y' de alpha en plus, on va avoir un problème de Cauchy. Parce qu'on aura une équation ici qui est normalisée, à coefficient continu. On a la valeur de y de alpha, la valeur de y' de alpha. On est sur un intervalle sur R. Et donc, on a le théorème de Cauchy qui va s'appliquer, qui nous dit qu'il existe une unique solution à ce problème de Cauchy. Or, la fonction nulle est solution. Donc, par unicité, y est la fonction nulle. Bon, après, montrer que s'il existe une suite à n de limites alpha telle que pour tout n, on est an différent de alpha et y de an égale 0, alors y' de alpha égale 0. Donc si on suppose ça, on sait que y est dérivable en alpha. Donc comme y est dérivable en alpha, on a y' de alpha qui sera la limite du taux d'accroissement. Mais cette limite du taux d'accroissement, on peut utiliser la caractérisation séquentielle de la limite pour le calculer et choisir justement la suite à n de points qui tendent vers alpha. Donc la caractérisation séquentielle me dit que c'est aussi égal à la limite de y de n moins y de alpha sur an moins alpha. Et cette limite-là, en fait, c'est la limite de la fonction nulle, parce qu'au numérateur, on a la fonction nulle. Donc c'est la limite de 0, ça vaut 0. Donc on obtient que s'il y a une suite de 0 convergent vers alpha, de 0 de y, alors y' de alpha est égal à 0. Donc maintenant, on vous demande à partir de ça d'en déduire que si y n'est pas la fonction nulle, alors les 0 de y sont isolés, c'est-à-dire qu'il existe un intervalle ouvert de centre alpha où alpha est le seul 0 de y. Bon, alors du coup là on va prendre une fonction qui est solution, on va prendre alpha à un 0 de y, et on va supposer par contraposé que, alors si on veut raisonner par contraposé, on veut montrer donc que si y n'est pas la fonction nulle, alors il existe un R strictement positif, tel que pour tout x appartenant à cette réunion d'intervalle, donc l'intervalle alpha moins R, alpha plus R privé de alpha, on a y de x différent de 0. Donc pour démontrer ça, on va démontrer à contraposer, donc c'est-à-dire prendre la négation de ça, donc quel que soit R, il existe un x appartenant à ma réunion d'intervalle, tel que y de x égale 0, et de montrer que y est la fonction nulle. Donc du coup, si on a ça, comme c'est valable pour tout R strictement positif, on va prendre R égale 1 sur n, et pour tout n appartenant à n, pour tout R égale 1 sur n, on sait qu'il existe un n, tel que y de n égale 0. Et donc on va s'intéresser comme ça à la suite à n. Quand on regarde an moins alpha en valeur absolue, vu dans quel intervalle au pluriel se situe an, on a la valeur absolue de an moins alpha qui est plus petite que 1 sur n. Donc du coup la limite de an est égale à alpha. Et an c'est une suite de 0 de y
qui tend vers alpha. Donc d'après la question précédente, on obtient que y' de alpha égale 0. Puis avec la question de A, on obtient que y est la fonction nulle. Donc on a bien démontré à contreposer, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on veut obtenir, implique le contraire de la supposition initiale. Donc par contraposé, on a si y n'est pas la fonction nulle, il existe un R tel que, etc. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, on va maintenant considérer deux fonctions Q1 et Q2 continues, telles que Q2 est plus grande que Q1, donc ça veut dire que pour tout x dans R, Q2 de x est plus grand que Q1 de x. On va prendre y1 une solution non nulle sur R de la première équation, y2 une solution non nulle sur R de la deuxième équation, et on va noter alpha et bêta, deux zéros consécutifs de y1. Alors deux zéros consécutifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha va être plus petit que bêta, et que entre alpha et bêta, il n'y a pas de x tel que y1 de x soit égal à 0. Donc le but c'est de démontrer que y2 va s'annuler sur alpha bêta, et pour ça on va procéder par l'absurde. Donc on va supposer que y2 ne s'annule pas sur alpha bêta. Donc on va vous demander dans une question A de justifier que l'on peut supposer que sur alpha bêta, y1 positif et y2 strictement positif. Alors je rappelle que le but c'est de démontrer que y2 s'annule. Donc pour faire ça, déjà on sait que y1 est une solution de cette équation-là, ok, mais qu'elle a alpha et bêta pour 0 consécutif. Ça veut dire qu'entre alpha et bêta, elle ne s'annule pas. Et donc le théorème des valeurs intermédiaires va me permettre de prouver que sur alpha bêta ouvert, ma fonction va être soit strictement positive, soit strictement négative. Pourquoi? Parce que si jamais sur l'intervalle alpha bêta ouvert, elle prend une valeur positive et une valeur négative, le théorème des valeurs intermédiaires me dit qu'il y aura un 0 entre les deux. Et ce 0-là sera compris du coup entre alpha et bêta, ce qui est exclu. Donc du coup ça veut dire que y1 ne change pas de signe, donc il est soit toujours positif, soit toujours négatif sur alpha bêta ouvert. Et du coup, quitte à remplacer y1 par moins y1, qui est encore une solution, on peut supposer que y1 est positif sur alpha bêta. Et remplacer y1 par moins y1, ça ne change rien à mon problème, parce qu'il m'intéresse, c'est les zéros de y1 et le fait que y1 soit solution. Donc quand on remplace y1 par moins y1, on a toujours une solution. En partie parce que l'équation est homogène, donc l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Et on a les mêmes zéros. Donc ça ne change pas notre problème. Pareil pour y2. On a supposé que y2 ne s'annule pas sur alpha bêta. Donc toujours d'après le théorème des valeurs intermédiaires, y2 ne va pas changer de signe. Donc y2 va être positif ou négatif, donc cette fois-ci on peut même mettre strictement. Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire que si jamais y2 est négatif, on peut remplacer y2 par moins y2, qui est toujours solution de E2, encore une fois parce que E2 est homogène et donc l'ensemble des solutions est un espace vectoriel. Et en remplaçant y2 par moins y2, donc on a toujours une solution de E2, et on a les mêmes zéros, donc ça ne change pas finalement le problème global. Donc on peut du coup supposer que y2 est strictement positif sur alpha bêta et que y1 est supérieur ou égal à 0. Donc ensuite on vous pose une fonction w qui est y1, y2' moins y1' y2. On demande de montrer que w est décroissante. Donc pour montrer que w est décroissante, on remarque déjà que w c'est une fonction qui va être dérivable. Pourquoi? Parce que y1 et y2 sont des solutions des équations différentielles linéaires d'ordre 2, donc elles sont deux fois dérivables. Donc y2' est dérivable, y1' est dérivable, y1 et y2 sont dérivables. Donc ma fonction w va être dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables. Et du coup, je vais pouvoir calculer w'. Donc à chaque fois, on calcule la dérivée d'un produit. Les produits ici, les termes croisés vont se simplifier. Et il me reste finalement y1, y2 seconde, moins y1 seconde y2. Et on va utiliser le fait que y1 seconde, ici, y1 seconde c'est moins q1 de x, moins q1 y1. y2 seconde c'est moins q2 y2 pour remplacer. Et donc on va obtenir du coup q1 moins q2 fois y1 y2. Et tout ceci est négatif parce qu'on a dit que q2 était plus grand que q1, donc cette quantité-là va être négative. y1, on a démontré qu'elle était positive sur alpha bêta. y2, on a démontré que c'était positif sur alpha bêta. Et donc l'ensemble va être négatif. Donc ma fonction w est bien décroissante sur alpha bêta. Qui est un intervalle d'ailleurs. Donc maintenant calculer w de alpha et w de bêta.
Donc on va calculer. W de alpha, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, on remplace. Donc par hypothèse, y1 de alpha égale 0. Donc on obtient finalement que ça fait moins y1' de alpha, y2 de alpha. Et on va chercher le signe de y1 de prime de alpha. Donc pour ça, on a remarqué on a supposé que y1 était positif sur alpha bêta. Donc pour tout x plus grand que alpha, quand on calcule y1 de x moins y1 de alpha sur x moins alpha, ben au numérateur, ça va être positif parce que y1 de alpha égale 0 et y1 de x est positif. Donc cette quantité est positive. X moins alpha va être positif aussi parce que x est plus grand que alpha, vu l'endroit où on se situe. Et donc du coup, le quotient va être positif. Donc du coup, quand on passe à la limite de ce quotient-là, qui est le taux d'accroissement de y1 en alpha, on obtient y1' de alpha parce que y1 est dérivable. Et en passant à la limite, du coup ici, on obtient qu'on garde le signe positif de la limite. Donc on a positif, moi j'aimerais bien avoir strictement positif. Et pour avoir strictement positif, on va remarquer que y1 n'est pas la fonction nulle par hypothèse. Donc y1' de alpha est différent de 0. Pourquoi? Parce que dans la question 2a, on a montré que si y1 de alpha et y1' de alpha égale 0, alors y1 est la fonction nulle. Donc du coup, y1' de alpha n'est pas la fonction nulle. Donc là, il manque un y1, bien sûr. y1' de alpha est positif. Et par suite, mon w de alpha, ce sera un produit de nombres strictement positifs avec un moins devant. Donc ça va être un négatif. Et on fait globalement la même chose en bêta. Donc sauf que cette fois-ci, en bêta, c'est y1 de bêta qui vaut toujours 0. Donc on obtient ça. Et quand on calcule le taux d'accroissement, pareil, y1 de x va être positif. Mais x moins bêta, cette fois-ci, va être négatif. Donc le quotient va être négatif. En passant la limite, comme y1 est dérivable, on obtient y1' de bêta qui va être négatif. Et pareil, y1 n'est pas la fonction nulle. On a y1 de bêta égale 0. Du coup, y1' de bêta va être différent de 0. Et du coup, y1' de bêta va être inférieur à 0. Donc là, c'est pareil, il manque des 1 ici. Et du coup, mon w de bêta, qui va être moins un produit de deux termes. Le premier va être négatif, le deuxième est positif, donc le tout va être positif. Alors, on a w de alpha qui est donc négatif, w de bêta qui est positif, et ma fonction qui est décroissante. C'est contradictoire. Ce n'est pas possible pour avoir ce truc-là. Si on a w décroissante, on aura w de bêta qui sera plus petit que w de alpha, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, on avait supposé au départ que y2 ne s'annulait pas sur alpha bêta et on arrive à une absurdité. Donc par l'absurde, y2 va s'annuler quelque part sur alpha bêta. Donc maintenant la question c'est de démontrer que si Q1 moins Q2 n'est pas l'application nulle sur alpha bêta, alors y2 s'annule sur alpha bêta. Donc pour ça, on va encore une fois raisonner par contraposé. On va supposer que y2 ne s'annule pas sur alpha bêta ouvert et montrer que Q1 moins Q2 est l'application nulle. Donc on suppose on suppose que y2 ne s'annule pas sur alpha bêta. Donc encore une fois, les problèmes de signes, on peut remplacer y2 par moins y2, mais on peut supposer que y2 va être strictement positif sur alpha bêta. Donc par continuité de y2 en alpha et en bêta, on aura y2 de alpha positif, y2 de bêta positif. Et donc ma fonction y2 va être positive sur alpha bêta. Et ma fonction w que j'avais posée dans la question 2 va être encore décroissante sur alpha bêta pour les mêmes raisons que dans la question 2. Sauf que cette fois-ci, on aura w de bêta qui va faire moins y2 de bêta, y1 de bêta qui sera supérieur ou égal à 0. W de alpha qui va être inférieur ou égal à 0. Cette fois-ci, pour le y2 de alpha et le y2 de bêta, on a juste supérieur ou égal à 0, donc c'est même pas la peine d'étudier si y1' est bien strictement positif ou pas, strictement négatif d'ailleurs, et y1' de alpha strictement positif. Donc peu importe, en tout cas c'est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Et je vous rappelle que ma fonction est décroissante sur alpha bêta. Donc pour qu'elle soit décroissante, en fait, on obtient que la fonction va être nulle. Donc sa dérivée va être nulle. Et sa dérivée, pareil que dans la question précédente, c'est égal à ça. Donc ma dérivée est nulle sur alpha bêta, donc sur alpha bêta ouvert. Et sur alpha bêta ouvert, j'obtiens w' égale 0. Et y1 est strictement positif sur alpha bêta.
y2 est strictement positif sur alpha bêta, donc ce terme-là, y1, y2, ne s'annule jamais. Donc du coup, c'est ce terme-là qui doit être nul tout le temps. Donc Q1 moins Q2 va être nul sur tout l'intervalle alpha bêta, et par continuité, ça va être aussi nul en alpha et en bêta, et donc Q1 égale Q2 sur alpha bêta fermé. Donc on a démontré finalement que si y2 ne s'annule pas, alors Q1 moins Q2 est nul sur l'intervalle alpha bêta, donc pas contraposé. Si Q1 moins Q2 n'est pas nul sur alpha bêta, y2 s'annule sur alpha bêta ouvert. Donc dans une dernière question, c'est une application. Donc on vous dit montrer soit f une solution de cette équation-là, sur R, donc une solution non nulle. Montrer que la distance entre deux zéros consécutifs de f est inférieure ou égale à pi. Donc l'idée ici serait de voir ça comme, comme une de ces deux équations-là, et trouver notre équation dont on connaît bien les solutions. Donc nous, ici, on va prendre la première équation, donc avec Q2 qui sera x associé exponentielle x, Q1 qui sera x associé 1. On sait que Q1 est plus petit que Q2 sur R, parce que une exponentielle d'un nom positif est toujours plus grande que 1. Et on va prendre f qui est solution de cette équation-là, et alpha un 0 de y2. On va poser y1 égale sinus de x moins alpha. Mon y1, du coup, va être une fonction qui est solution de cette équation-là. Et l'intérêt d'avoir pris x moins alpha, c'est que cette fonction y1 va s'annuler en alpha, mais aussi en alpha plus pi, en alpha plus 2pi, en alpha plus 4pi, 3pi, 4pi, etc. Donc on va obtenir ici que cette fonction-là s'annule en alpha et pi plus alpha. Mais du coup, alpha c'était un 0 de y2, c'est aussi un 0 de y1, et on sait que la question 3c nous a dit que y2 allait s'annuler sur l'intervalle alpha, alpha plus pi, parce que alpha et alpha plus pi sont deux zéros consécutifs de y1. Donc du coup, et q1 moins q2, bien sûr, n'est pas la fonction nulle. Donc du coup, y2 va s'annuler là-dedans, et j'avais pris alpha un 0 quelconque de y2. Je viens de démontrer qu'il y avait un autre 0 entre alpha et alpha plus pi, et du coup, la distance entre deux zéros consécutifs de ma fonction f, qui vaut y2, est inférieure ou égale à pi.